Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur BITV pour un nouveau numéro d'interview. Je suis aujourd'hui accompagné d'Aurélien Joanneau, journaliste à la rédaction de Business Immo. Bonjour Alexandre, bonjour Emmanuel Grégoire. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Emmanuel Grégoire. Donc, vous êtes premier adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo, et candidat à la mairie du 12e arrondissement pour le second tour des municipales qui s'annonce. Beaucoup de sujets que nous aimerions aborder avec vous aujourd'hui. Le premier concernera une des propositions qu'a fait Anne Hidalgo, je crois, en janvier dernier, celui de créer une société d'économie mixte avec la possibilité de lever jusqu'à 20 milliards d'euros pour offrir des locations abordables. Cette première question, comment financer cette opération et notamment du côté des acteurs privés? Oui, tout à fait. C'est important d'insister là-dessus puisque c'est bien évidemment d'abord de la mobilisation de moyens privés que nous voulons solliciter. Très simplement, même si c'est techniquement et du point de vue des outils financiers un peu complexes, vous en expliquez l'esprit. Grosso modo, le modèle du logement social en France consiste à faire subventionner par des pouvoirs publics de la construction de bâtis à utiliser ces subventions en gros pour couvrir les pertes d'exploitation par rapport à un coût de construction et son prix de marché normal. Ça, c'est le modèle historique et il est pas du tout épuisé, mais enfin, il rencontre des limites. Pourquoi? Tout simplement lié à la soutenabilité des niveaux d'endettement des bailleurs sociaux et du coup de leur autorité publique de couverture, que ce soit du parapublic ou les collectivités territoriales, les grandes intercommunalités, les départements principalement, ou pour nous la ville de Paris. Et donc on essaie de trouver un modèle un peu innovant. Le modèle innovant est de faire un effet de levier sur de la mobilisation d'épargne privée, voire même de placement prudentiel au sens des ratios solvency. En gros, aujourd'hui, nous émettons nous-mêmes ou d'autres acteurs publics des obligations qui servent de placement prudentiel, vous savez, dans les grands ratios de couverture de risque. Et donc, ça passe par principalement des obligations d'État, mais aussi des obligations de collectivités. Il y en a très peu en France, mais enfin, il y a au moins la ville de Paris et la région Île-de-France. Et nous voulons créer un nouveau produit financier qui soit de l'immobilier, dont il y a une couverture de risque par les pouvoirs publics et singulièrement par la ville de Paris, mais qui permettent de réorienter de l'épargne massivement vers l'immobilier. Donc, nous allons créer une société mixte, publique-privée, avec in fine un objectif de levée de fonds à hauteur de 20 milliards d'euros, qui seront à la fois des fonds propres, mais aussi de l'endettement pour des opérations particulières, qui permettront de construire un nouveau modèle de financement de loyer qui ne sera pas du logement social au sens juridique, mais ce qu'on appelle pour le moment des locations à prix abordables. Et les logements que vous viserez à l'acquisition pour mettre en location, quels seront-ils? Alors, c'est tout à fait le cœur du problème. C'est pas compliqué. Il y a trois possibilités. Soit de la reconversion de parcs de bureaux, soit de la transformation de logements privés en logements à prix abordable. Ce qui a un avantage, c'est d'augmenter la part de logements à prix abordable, mais l'inconvénient de puiser sur le stock de logements disponibles. Ou le troisième, et vous en connaissez, on en reparlera juste après, par de la construction. Et donc, on va essayer de mixer les trois. Vous avez des premières touches avec des investisseurs institutionnels qui seraient prêts à vous suivre? Oui, alors d'abord, on a un partenaire clé qui est la Caisse des dépôts et consignations pour cela, qui nous a fait part de son vif intérêt là-dessus, parce qu'elle a aussi elle-même des besoins de placement que vous connaissez. Et puis, elle a une ingénierie de gestion externalisée qui nous intéresse. Et ensuite, oui, nous avons des partenaires qui s'appellent les banquiers, en sachant que ce n'est pas l'argent des banquiers qui nous intéresse, mais l'argent de leurs clients, qui sont pour la plupart des grands assureurs ou des grandes institutions. Très bien. Qu'on appelle les banques arrangeurs pour les financiers qui nous écouteront.
Autre question, autre thème. Pendant la campagne des municipales, le projet Bercy-Charenton a suscité de vives oppositions entre les différents candidats. Compte tenu de l'alliance que vous avez nouée avec les Verts entre les deux tours, est-ce que ce projet va évoluer? Et si oui, dans quel sens? Et peut-être avec moins de bétonisation? Alors, d'abord, et je m'adresse à Businessimo, je déteste ce mot de bétonisation. Il est contraire à la raison de façon tellement caricaturale et démagogique qu'il me soit le permis de le dire. Oui, même quand on construit une cabane en bois dans les bois et qu'on veut y mettre des gens pour y habiter, il y a un peu de béton. Et donc, je trouve qu'utiliser ce mot de bétonisation est un mot de marketing politique, certes très efficace, puisqu'il nous a parfois un peu ennuyés, mais qui est quand même contraire à toute idée de progrès, d'attractivité, etc. Oui, il faut encore un peu de béton pour construire. De moins en moins, vous le savez, et on essaie de faire tout notre possible pour qu'il y en ait besoin de moins en moins, mais je vous m'autoriserai à parler de construction et pas à parler de bétonisation, ou alors on construit des maisons juste avec des branches et avec des feuilles. Le projet de Bercy-Charenton, d'abord, je voudrais le replacer dans son contexte, parce que quand on écoute parfois nos adversaires, et je me permets de le dire ici, puisque j'interviens dans le cadre d'une campagne électorale, on a l'impression qu'on construit la Défense ou je ne sais pas quel quartier d'affaires dans la banlieue de Pékin. On parle, d'ailleurs, quand on parle de tours, en France, nous, on appelle ça des tours. À l'étranger, ils appelleraient ça des maisons, puisque sur le projet de Bercy-Charenton tel qu'il a été adopté, il y a une émergence à 180 mètres, et ensuite, il y a une émergence à 100 mètres, et ensuite, c'est des émergences à 60 mètres. Dans n'importe quelle capitale du monde, vous appelez un immeuble de 60 mètres une tour, ça fait quand même doucement rigoler les professionnels, les architectes et les industriels de la construction. Je le dis parce qu'il y a quand même une tendance un peu franco-française à s'enfermer elle-même dans des débats un peu curieux et qui paraissent, vus de plus loin, un tout petit peu rétrogrades. Est-ce que le projet va être revu? Oui, puisque j'en avais moi-même, en cohérence avec Anne Hidalgo, pris l'engagement pendant la campagne électorale. Pourquoi? Parce que le projet Rogers, tel qu'il a été conçu historiquement, est daté. On va dire qu'il n'était pas bon à l'époque, ce qu'il a été imaginé il y a une grosse dizaine d'années maintenant. Et notamment, il avait un défaut, hein, c'est que en fait, un projet d'aménagement, a fortiori, quand vous voulez être un peu audacieux, c'est quand même mieux de faire un peu rêver, et que les patates de Rogers, qui ont plus de 10 ans maintenant, elles ne faisaient plus tellement rêver, pour être très clair. Deuxième raison pour laquelle ça va évoluer, c'est que j'ai souhaité moi-même, en lien avec Jean-Louis Missica, l'adjoint à l'urbanisme actuel, augmenter les réflexions sur la place de la végétalisation. Et donc, on avait déjà prévu d'augmenter considérablement la surface végétale en augmentant à 4,5 hectares. Et enfin, et c'est l'apport de notre discussion avec les Verts, eux ont pris un angle différent, et nous avons accepté de nous en inspirer pour le futur projet. C'est la question des bois, d'en faire de mettre un espace de création d'un bois sur le projet. Donc, on va remettre la ZAC à la concertation. Nous n'excluons pas a priori la présence d'immeubles de grande hauteur. On sait que les Verts, nos partenaires, ils sont très opposés. Moi, je suis plutôt pas défavorable sur le principe, mais enfin, je ne suis pas un obstiné. Et je sais aussi me ranger à la vie majoritaire démocratique. On verra, mais je ne veux pas l'exclure a priori. Mais on va refaire une concertation, remettre à plat. Et puis évidemment, la crise Covid et ses impacts financiers ont des conséquences non négligeables dont il faudra tenir compte. Et je ne peux pas imaginer que Bercy-Charenton il reste à l'écart. Je redis que la ZAC Bercy-Charenton, telle qu'elle a été votée par le Conseil de Paris, consomme déjà 200 millions d'euros d'argent public en aménagement. Et donc, j'imagine qu'il y a quelques professionnels de l'immobilier qui nous écoutent. Quand vous dégradez la hauteur, vous dégradez l'équation financière. Et donc, il faudra remettre sur la table un certain nombre d'arbitrages sur les grandes orientations. Quand vous parlez de nouvelles concertations, c'est avec les mêmes investisseurs côté immobilier, ou vous allez lancer un nouveau concours? Alors d'abord, je ne peux pas vous le dire ça encore. On va y travailler avec la CEMAPA. On va reposer les grands principes. On verra quels sont les points de base de la discussion. Et je redis que parmi les bases de la discussion, le terrain n'est pas à nous, il est à la SNCF qui a elle-même ses propres contraintes.
Et donc, tout le monde devra faire un effort sur ces contraintes, sinon je pense que le projet devra prendre beaucoup de temps pour arriver à maturation. Donc, on va reposer les fondamentaux sur la base des principes que je viens d'exposer et on verra ensuite quel est le meilleur chemin pour y parvenir. Ce sera long parce que c'est un site d'une immense complexité. J'ai le souhait, par ailleurs, qu'à l'occasion de la redéfinition du périmètre de la ZAC, nous puissions y intégrer la réflexion sur la restructuration à moyen-long terme de l'échangeur de Bercy, qui est, dit-on, l'un des plus gros échangeurs d'Europe, si ce n'est le plus gros échangeur d'Europe en termes de volume de trafic, qui est quand même un territoire extrêmement hostile. Donc voilà, on va prendre un petit peu de retard par rapport à ce qu'on imaginait, mais donc c'est l'occasion d'avoir plus d'ambition dans l'interconnexion avec la banlieue. Je pense que Bercy-Charenton est le vrai projet métropolitain qui signe aussi une nouvelle philosophie de l'ouverture de Paris aux autres dans cette stratégie de réaménagement de ces portes. Et ces projets d'urbanisme structurants, comme aussi la Gare du Nord, qui a fait parler d'elle encore très récemment et qui sont parfois remis en cause pour des raisons environnementales et ou sociétales, finalement, ces remises en cause, est-ce qu'elles nuisent au dialogue entre collectivités et acteurs privés? Alors oui, oui, parce qu'il faut bien l'assumer, mais tout l'enjeu va être d'harmoniser ça et de mettre en gros des intérêts pas toujours convergents précisément en accord pour travailler sur la suite. Il y a des pourquoi? Parce que il y a des investisseurs qui ont un regard d'investisseurs qui est donc de maximisation du rendement de leur investissement et dans lesquels la question du coup des droits de constructibilité sont tout à fait essentiels. Or, quand on a une approche différente, qui est plus effectivement sociétale, que ce soit dans la dimension environnementale, que ce soit dans la dimension d'intégration urbaine, et pour reprendre l'exemple du projet de restructuration de la gare du Nord, fondamentalement, ce qui nous embête sur ce projet, ce n'est pas tant le projet en lui-même, pourquoi pas, mais c'est qu'il s'insère dans un écosystème extrêmement complexe, et complexe parce qu'il est ultra dense. Deuxièmement, avec un tissu commercial qui est précieux. Et donc, il faut éviter, d'une certaine manière, que des nouveaux projets viennent entrer en concurrence au point de déstabiliser un écosystème. Pour être très clair, aussi sûrement qu'on a compris qu'il fallait arrêter de construire des centres commerciaux en bord de petites villes, sauf à prendre le risque très documenté de faire mourir leur centre-ville, eh bien, pas sûr qu'il soit intelligent de construire un immense centre commercial à la gare du Nord, compte tenu de l'écosystème et de la densité du 10e arrondissement. Et avec deux notions essentielles, qui est claire de façon évidente pour les riverains, pour les habitants de ces enjeux. C'est des années de travaux avec des volumes de déchets, de gravats à sortir spectaculaires. Et ensuite, les flux logistiques pour alimenter ce centre commercial, les modélisations sont absolument spectaculaires. Donc oui, il va y avoir des discussions un peu nouvelles. Il faudra essayer de concilier tout, mais ça ne veut pas dire qu'on sera en opposition d'ailleurs aux investisseurs, parce que on sait, et moi le premier, combien nous avons besoin d'eux pour accompagner nos stratégies de développement de logements en général, de logements sociaux, d'équipements publics. Et donc voilà, et donc on va lancer, vous l'avez compris, si nous sommes réélus, un nouveau plan local d'urbanisme, dit PLU bioclimatique. Nous souhaitons le faire le plus tôt possible, sans doute dès la séance du Conseil de Paris de 2 juillet. Et ce sera l'occasion d'écouter toutes les parties et de préparer tout ça collectivement. Et justement, sur ces projets un peu à l'échelle métropolitaine, quid de la gouvernance de la métropole du Grand Paris? À votre avis, aujourd'hui, faut-il la revoir? Oui, oui et non. Oui, parce qu'on sait bien que la métropole n'est pas du tout un objet institutionnel stabilisé. C'est une institution très jeune, et comme toutes les jeunesses, elles sont prometteuses et chaotiques. D'abord, nous, premier bilan positif de la gouvernance sortante, c'est-à-dire que c'était une gouvernance partagée, qui est plutôt d'ailleurs dans l'esprit assez conforme à la philosophie de l'intercommunalité telle qu'on la connaît dans notre pays, et qui est une idée nouvelle
dans la proche région, dans la petite couronne parisienne. Nous avons bien travaillé et je trouve que, en dépit parfois de retards qui ont été pris à notre goût, et donc en particulier sur deux documents tout à fait essentiels que sont le PMHH et le SCOT, où nous aurions souhaité aller plus vite, plus loin. Mais voilà, nous remercions Patrick Ollier de son action. Il a veillé à associer tout le monde dans cette équipe. Là, après, c'est le 28 juin qui donnera de nouvelles indications. Il y a effectivement trois possibilités. Il y a, y a-t-il un renversement ou pas de la couleur politique majoritaire de la métropole? C'est aux électeurs d'en décider. Enfin, il n'est pas interdit ça me paraît peu probable, mais c'est possible. Deuxième chose, est-ce que est fait le choix de proroger une gouvernance collégiale? C'est plutôt la préférence de Paris, je le dis très clairement, mais pas à n'importe quelle condition, pas avec n'importe quelle présidence, pas avec n'importe quel exécutif, donc il faudra discuter tout ça. Et la troisième option, ce serait l'option où une majorité déciderait de gouverner seule la métropole du Grand Paris. Donc ça dépendra évidemment de la couleur de la métropole à l'échelle des conseillers métropolitains qui auront été élus. Mais je pense que la métropole est une institution trop jeune pour pouvoir s'imposer avec violence à ses membres. Et donc, je pense que la sagesse nous conduirait à prolonger cette gouvernance collégiale, notamment dans la perspective de préparer l'étape institutionnelle numéro 2, puisqu'elle est indispensable. Elle est indispensable parce que sans doute il y a un peu d'huile à mettre dans les rouages et de clarification des compétences entre les différents blocs institutionnels. On est plusieurs à se dire que métropole, territoire, département, mairie, tout ça fait peut-être un peu beaucoup. Et il faudra passer par la loi et je ne vois pas très bien ce qui permettrait de l'engager avant 2022. Donc, il y aura du temps. Et donc, je pense que d'ici là, une gouvernance collégiale est la solution de sagesse. Vous attendez toujours la décision d'Emmanuel Macron à propos notamment de cette métropole du Grand Paris qui devait intervenir il y a déjà plusieurs années? Oui, ce qui prouve que le sujet n'est pas simple. C'est-à-dire qu'on avait compris que le président voulait agir vite, fort, pour simplifier. Et il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait pour une raison simple, c'est que ce n'est pas si simple. Quel que soit le sujet par lequel vous le prenez, ça soulève beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout. Et notamment sur cette clé d'entrée qui est devenue une forme d'obsession sur les réformes territoriales, c'est la simplification du millefeuille. C'est bien gentil de dire qu'on veut simplifier le millefeuille, et c'est sans doute très louable. Simplement, généralement, quand vous simplifiez le millefeuille, vous le rendez plus complexe. Parce que si ça consiste à transférer des personnels, des blocs de compétences à des niveaux différents, vous perdez beaucoup de temps à réformer et beaucoup moins, et vous l'utilisez beaucoup moins utilement à agir. Donc voilà, je pense que ce n'est pas simple, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse. Par ailleurs, les sensibilités politiques sont traversées chacune d'entre elles par des intérêts divergents, parce que chaque force politique a à la fois des mairies, des départements, des territoires et des places du coup à défendre. Et donc, nous, on portait l'idée de créer une conférence des partis qui permettrait que les acteurs locaux fassent la proposition à l'exécutif national plutôt que d'attendre l'oracle de l'exécutif national qui, je vous le dis tel que je le pense, ne viendra plus. Eh bien, nous arrivons au terme de cette interview. Merci beaucoup, Emmanuel Grégoire, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec grand plaisir. Merci et merci Aurélien Joanneau de m'avoir assisté. Merci Alexandre, merci Emmanuel Grégoire. À très bientôt pour de nouvelles interviews sur BITV.